Bonjour et bienvenue sur Radio CNV. Je suis Diane Parent et je suis en compagnie aujourd'hui de Thomas Dansembourg, qui est l'auteur de nombreux livres sur la CNV, sur l'intériorité citoyenne et plus récemment sur la paix, avec un titre plutôt à propos et qui s'appelle « La paix, ça s'apprend ». Bonjour Thomas. Et bonjour Diane. Comment vas-tu aujourd'hui ? Mais très bien, merci de m'accueillir sur les ondes. Ça me fait plaisir de partager avec toi et avec les personnes qui nous écoutent. Avec grand plaisir. Et si j'ai souhaité faire cette entrevue avec toi aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais explorer davantage avec toi certaines notions sur lesquelles tu as réfléchi avec David Van Reybrouck, avec lequel tu as coécrit ce livre qui s'appelle « La paix, ça s'apprend ». Et je t'avoue que Thomas, j'ai été fascinée en fait déjà par le titre du livre. Pour moi, c'était comme une évidence à ce moment-là. Et aussi, j'ai été passionnée par le contenu en fait du livre et sur toutes les notions sur lesquelles vous avez travaillé, comme sur la responsabilité autour de la création de la paix, sur que la paix peut être une discipline tout autant que la discipline de la guerre, sur l'organisation en tant que société pour s'éduquer à la paix. Et voilà, donc c'est un livre qui continue à me suivre aujourd'hui et à me faire réfléchir sur comment moi je peux participer à ça. Et du coup, je suis pleine de gratitude que vous ayez trouvé cette inspiration. Et d'ailleurs, c'est ma première question. Et te demander comment vous avez trouvé l'inspiration pour écrire ce livre. Disons qu'elle est au cœur de mon travail déjà depuis de nombreuses années en écrivant du jeu au nous, l'intériorité citoyenne, le meilleur de soi au service de tous. J'explorais déjà le bénéfice collectif qu'il y a à apprendre à travailler sur soi, à se pacifier. Et la formule « un citoyen pacifié est un citoyen pacifiant », c'est-à-dire activement pacifiant, m'était déjà venue à cette époque-là. Et donc, quand sont arrivés les attentats de Charlie d'abord, et peu de temps après du Bataclan, je me suis vraiment dit on ne peut pas rester à ne rien faire. Et j'ai appelé David, qui est un ami, un historien des civilisations et qui est très ouvert à la méditation, à la pleine conscience et notamment au changement de démocratie dont nous avons besoin. Très impliqué. Et je lui ai dit, est-ce qu'on pourrait pas se voir et envisager quelque chose à nous deux? Et très vite, l'idée de faire ce petit livre nous est venue pour faire connaître deux choses. La première, c'est que la paix s'apprend comme n'importe quoi d'autre, ça ne tombe pas du ciel. C'est une discipline, c'est une hygiène, ça demande une pratique, ça demande des efforts et du temps. Et la deuxième chose, c'est que des outils existent, des outils très performants, des outils qui ont fait leur preuve depuis des générations, parfois depuis des siècles et des millénaires même, comme la méditation, et ces outils sont encore très largement méconnus du grand public et la plupart du temps décriés, si pas dédaignés, par les grands médias qui y voient plutôt un truc bisounours que vraiment des outils de transformation sociale. Voilà, donc c'est ça qui nous a animés pour faire ce petit livre. Super. Et comment... On l'a voulu petit, un peu à la manière du bouquin de Stéphane Hessel sur Indignez-vous, qui était un petit livre d'éveil, de stimulation, d'encouragement. Et ici, le titre est une invitation vraiment à se saisir de cette prise de conscience que la paix s'apprend et que des outils existent. Et ce n'est donc pas un inventaire de toutes les pratiques. On pourrait faire un inventaire, mais il y a certainement une cinquantaine, si pas une centaine d'approches qui pourraient être considérées comme des outils de pacification, de connaissance de soi, d'ouverture de cœur. Et ça pourrait faire l'objet d'un autre ouvrage. Mais c'est ça. Et tu vois, pour moi, ça a été un moment, ça a été une telle évidence. J'avais pas mis les mots dessus. Que la paix, ça s'apprend. Mais ça a été à ce moment-là, en fait, comme quelque chose de « Ah, mais oui, bien sûr !» Et pourtant, dans notre société, on n'est pas organisé autour de ça. Et du coup, voilà... On n'est pas organisé autour de ça, effectivement. On est plutôt organisé autour de la guerre. On explore dans le livre ce vieil adage latin qui dit si tu veux la paix, prépare la guerre. Et forcément, on prépare la guerre. On a des ministres de la guerre, des ministères de la guerre. Enfin, ça s'appelle aujourd'hui la défense nationale. On a des budgets de l'administration, des études, de la recherche scientifique, de l'entraînement, bien sûr, une couverture médiatique autour de ça. C'est une évidence qu'on doit préparer la guerre, doit
entre guillemets bien sûr. Et la paix, ça s'apprend où, ça s'apprend quand? Il est peut-être temps d'envisager un ministère de la paix avec des budgets, avec de la formation, avec des études, avec de la recherche scientifique. Et donc la proposition, elle me trottait en tête depuis quelques années déjà avant de faire ce titre. Et d'ailleurs, c'était le projet de titre pour le livre plutôt que la paix, ça s'apprend. Mon premier titre, c'était si tu veux la paix, prépare-la. Point. C'est la paix qui est à préparer, parce que si on se met dans une ouverture de paix en cherchant la paix, eh bien il y a plus de chances que ce soit ça qu'on trouve que si on a préparé la guerre et que sans doute on l'attend et que peut-être même on l'attire. Oui, et en même temps on est tellement conditionné, Thomas. On est tellement conditionné à voir que c'est la guerre, c'est quelque chose de, c'est normal, ça fait des millénaires qu'on en parle, qu'on l'a fait, et du coup pour sortir de ce conditionnement au niveau sociétal, gouvernemental, c'est vrai que oui, c'est pas évident. Non, c'est un vieux logiciel, effectivement. On s'est encodé comme ça, c'est une sorte de programmation. La guerre existe, c'est comme inévitable, ça revient à certaines échéances et ça fait partie de la façon de fonctionner des humains. On est comme résigné à subir la prochaine guerre et c'est vraiment cela que nous voulons rencontrer. C'est ce logiciel que nous pouvons déprogrammer. Nous pouvons nous déprogrammer des rapports de force, des rapports de domination-soumission, de la résolution violente des conflits. On peut se reprogrammer en écoute, en empathie, en capacité à se remettre en question, en capacité à développer la négociation. Et bien sûr que l'outil de la communication non violente est particulièrement pertinent pour cela. Et ceux qui pratiquent cet outil réalisent combien le travail de démantèlement dans notre inconscient des habitudes de violence est très important. Il ne s'agit pas juste de plaquer un jargon CNV, observation, sentiment, besoin, demande, sur une conscience truffée de vieux mécanismes. Et ce qui est vraiment précieux, c'est de démanteler en soi les automatismes, les mécanismes qui nous habitent. Et après, on emploiera le jargon qu'on veut. Finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais c'est du travail, effectivement. C'est du travail, c'est ça. Et j'aime bien le mot que tu utilises, ce mot de discipline. C'est une rigueur, en fait. C'est un travail au quotidien de pouvoir déconditionner tous ces vieux schémas, en fait. Et oui, c'est ça. J'ai employé à dessein. J'ai employé à dessein le mot discipline parce que c'est celui qui m'est apparu quand j'ai décidé de changer un peu mon fonctionnement, de me dire mais au fond c'est aussi rigoureux que l'apprentissage d'un sport ou d'une langue, ça demande un engagement. Et moi-même qui ai encore fait un service militaire à l'époque où c'était obligatoire et qui avait choisi de le faire plutôt costaud, puisque à tout prendre autant y aller, je m'étais engagé comme officier chez les parachutistes, le régiment paracommando, donc c'est quelque chose où on est mis à rude épreuve et c'était une expérience de vie fantastique, pas sur le plan militaire, parce que c'est pas du tout ça qui m'intéressait, mais sur le plan humain, j'ai réalisé combien le fait d'entrer dans une discipline permettait de se transformer profondément. Ça a fait voler en éclats mes petites considérations frileuses sur le confort, le besoin de 8 heures de sommeil, manger régulièrement, etc. Mon Dieu, qu'est-ce que tout ça est raide et figé. On peut vraiment aller bien au-delà dans la connaissance de soi si on le souhaite. Et voilà, j'évoque cette notion de discipline pour bien indiquer que 6 mois après 15 mois de formation, j'étais reconnu par mon État en Belgique comme étant prêt à diriger un petit peloton dans un événement de guerre, donc prêt pour la guerre après 15 mois. Je me dis, est-ce qu'il ne serait pas temps de permettre aux gens, en quelques mois, 3-4 mois d'apprentissage de toutes sortes d'approches, à être prêts pour la paix, à être, si j'ose dire, drillés, si j'ose employer ce mot-là, en tout cas disciplinés, à revenir à des états de paix si malheureusement on les a perdus. Je pense que nous disposons d'un potentiel considérable. Si je fais le parallèle vraiment avec l'apprentissage de la guerre, si on sait faire la guerre en quelques mois, on sait faire la paix en quelques mois. Ça s'apprend. Oui, et en même temps, c'est encourager toute cette discipline de la guerre et la discipline de la paix. Elle est pas, voilà, c'est un travail de conscience, d'aller explorer, voilà, c'est là que je me dis comment encourager les personnes à aller vers ça plutôt que vers l'autre voie, parce que les stages CNV c'est payant, parce que c'est aussi un travail courageux d'aller voir ces peurs, d'aller voir tous ces mécanismes, ces fonctionnements, ça demande
voilà, ça demande un travail de conscience. Oui, oui, c'est courageux certainement de se remettre en question. Ça n'est pas nécessairement confortable, comme je l'évoque dans un des bouquins. Et c'est bien pour ça que il y a encore pas énormément, bien qu'il y en a de plus en plus, de nos contemporains qui s'engagent là-dedans parce que c'est inconfortable et que les gens souvent ne soupçonnent pas le bénéfice qu'il y a à s'impliquer dans ce travail. Je suis convaincu et que ça viendra dans les temps qui viennent, dans les années qui viennent, que de plus en plus de gens vont s'impliquer dans ce travail parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils en ont besoin, qu'ils ont un énorme bénéfice à apprendre à se pacifier, que la vie est beaucoup plus riche, beaucoup plus féconde, beaucoup plus fluide quand on a appris à mieux se connaître et à démanteler les habitudes de violence en soi. Je pense que ces apprentissages vont se répandre parce que le bénéfice à la clé est considérable, pas seulement sur le plan individuel, mais sur le plan collectif. C'est un peu comme de l'hygiène. J'évoque ça dans le livre avec mon ami David. L'hygiène physique est arrivée de façon systématique dans pratiquement toutes les familles il n'y a qu'une 50aine d'années. C'est presque rien. Il y a 50 ans, moi j'ai grandi dans des campagnes très très rurales ici en Belgique, forestières et rurales, et dans les petits villages avec de petites fermes qui vivotaient, il y avait très peu d'hygiène. La toilette était au fond du jardin dans un petit cabanon de bois. Il n'y avait pas de salle de bain dans les maisons. On prenait un bain par semaine dans une grosse bassine d'eau chaude dans la cuisine pour être propre pour la messe du dimanche, et il n'y avait aucune hygiène buccale. Les enfants avaient perdu leurs dents à 12-13 ans parce qu'ils mangeaient des sucreries et qu'ils ne se soignaient, enfin qu'ils ne se brossaient pas les dents, et on attendait qu'ils aient 18 ans pour leur offrir un râtelier, un dentier. C'était comme ça il y a 50 ans. Aujourd'hui, dans le même village où j'ai gardé la maison familiale, toutes les maisons ont bien sûr des salles de bain, souvent très confortables et même luxueuses. Les toilettes sont bien évidemment à l'intérieur des maisons, et tout le monde se brosse les dents. Cette hygiène est devenue une évidence. Et j'aime ajouter que ma voisine de classe, avec qui j'ai fait toutes mes écoles primaires et qui avait perdu toutes ses dents, elle habitait la ferme en bas de chez nous, eh bien, elle est devenue la dentiste de la région. C'est un joli retour dans l'histoire. Eh bien, si sur le plan physique, des mesures d'hygiène qui nous paraissent aussi élémentaires et évidentes aujourd'hui sont arrivées comme ça assez rapidement, alors qu'on partait de rien, eh bien, je pense que sur le plan psychique et psycho-spirituel, des mesures d'hygiène, de conscience, de nettoyage intérieur, d'alignement sur nos élans de vie vont se mettre en place dans les années qui viennent, et qu'il ne viendra à l'idée de plus personne d'ici 10, 15 ou 20 ou peut-être 30 ans de sortir de chez soi pour essayer d'être proche des autres là-bas devant, sans avoir vérifié est-ce que je suis proche de moi, de cet individu à l'intérieur de moi, est-ce que j'ai fait mon petit nettoyage, est-ce que j'ai vérifié que je suis centré, que toutes les parties de moi s'écoutent et se parlent avant d'essayer d'accompagner les autres dans leur journée. Je pense que ça va s'instaurer comme ça. Et du coup, je suis curieuse, Thomas, de comprendre, de voir ta vision d'ici 15-20 ans. Qu'est-ce que tu vois, en fait, qui serait possible dans cette installation, cette nouvelle hygiène relationnelle? Alors, c'est à la fois une intuition et un rêve, on verra bien. Il me semble que d'ici 15-20 ans, peut-être 30 ou 40, il me semble que le système scolaire aura très profondément changé, que le citoyen qui va à l'école dès l'enfance aura appris comme un enseignement de base, aussi précieux que lire, écrire et calculer. Il aura appris à savoir qui il est, comment il se sent, ce que ce ressenti dit de lui, qu'est-ce qui le met en joie, qu'est-ce qui le met dans une joyeuse expansion de lui dans laquelle il utilise tous ses talents au service de la vie communautaire et sociale, mais il aura également appris à savoir qu'est-ce qui le peine, qu'est-ce qui le chagrine, qu'est-ce qui le rend impuissant ou le rend triste ou en colère et qu'il a besoin de comprendre avant de faire péter sa colère à la gueule des autres, si tu me passes l'expression. Cette hygiène va s'instaurer comme une évidence parce que, je le dis souvent dans mes conférences aujourd'hui, ce qui me paraissait d'intérêt public jusqu'il y a peu me paraît aujourd'hui de santé et de sécurité publique. On a largement dépassé les enjeux de développement dit personnel. On est vraiment dans du développement social durable.
Donc, ce qui va arriver, à mon avis, dans les décennies qui vont venir, c'est que l'école va changer pour permettre ces apprentissages et que le citoyen lui-même va s'autodiscipliner à pacifier sa façon d'être. Et je pense que ça va pas tomber du ciel. Il y aura sans doute des soubresauts dans notre société assez chaotique. On les voit, ces soubresauts, ils sont assez tragiques et ils font partie d'un système qui s'en va, d'un moment de fin, d'écroulement. Et je crois qu'on n'est pas au bout de ça. Mais que ces soubresauts vont nous stimuler à mettre en place une autre façon d'être ensemble. Oui, j'imagine que c'est une démarche à la fois individuelle de vouloir transformer ça et aussi une démarche collective. Oui, tout à fait. L'un et l'autre, pas l'un ou l'autre. Et dans ce processus, pour pouvoir être vraiment au service d'un changement collectif, j'ai pu voir dans mon encadrement des personnes que ça demande d'avoir travaillé sur soi. Inversement, comme j'ai travaillé dans pas mal d'enjeux associatifs, j'ai pu voir que les personnes qui partent avec beaucoup de générosité et d'idéal dans des projets, mais sans avoir compris leur propre mécanisme intérieur, sont souvent dans une sorte de revanche sur la vie, de vouloir compenser quelque chose, et que cette tension qui les habite génère souvent beaucoup de tension dans les groupes où ils se retrouvent et de frustration. Et donc, il me semble que travailler vraiment à se pacifier et à s'ancrer dans son élan de joie, plutôt que dans sa revanche sur la vie, c'est vraiment un travail au service d'une action sociale non seulement pertinente, mais durable. Clairement. Clairement. Et je voulais savoir, Thomas, comment les gens ont accueilli le message de ce livre depuis qu'il a été publié. Quels sont les retours que tu as? J'ai pas encore de retour, disons, chiffré, parce que le livre est sorti en novembre et d'habitude, un éditeur attend une année pour donner une estimation. Je sais seulement qu'il est apprécié, l'éditeur est content, il a fait plusieurs réimpressions et ça me fait déjà plaisir. J'ai pas mal de retours par mail, ce qui m'a d'ailleurs encouragé à créer un groupe sur Facebook qui s'appelle La paix, ça s'apprend. Moi, je suis pas très branché Facebook, mais je voyais beaucoup de gens qui demandaient des conseils, se demandaient avec qui se mettre en lien, etc. Je dis, mettons les gens ensemble en faisant cette plateforme. Et à l'occasion, je vais regarder et je vois qu'il y a beaucoup d'échanges sur ce groupe, La paix, ça s'apprend, sur des approches de paix, sur des outils, des livres, des méthodes, et c'est très fructueux. Je pense donc que le livre est bien accueilli. Je sais qu'il est traduit déjà en espagnol et en néerlandais. Et voilà déjà donc 2 traductions, ce qui me fait très plaisir. Et est-ce qu'il y a des projets peut-être? En fait, moi, quand j'ai vu ça, je t'avoue que je me suis dit, mais ce serait un documentaire qu'on pourrait faire là-dessus. Oh, certainement qu'on pourrait faire un très beau documentaire dans l'esprit du film Demain ou En quête de sens, qui ont recueilli beaucoup de succès dans le cœur des gens, parce qu'ils sont très explicites sur ce que l'on peut transformer, ce à quoi on peut s'ouvrir. Certainement qu'on pourrait faire un beau documentaire là-dessus. J'en serais ravi, certainement, de montrer tous les outils de paix qui existent aujourd'hui, qu'il bénéficie à les insérer. Ne fût-ce que certaines expériences que l'on cite, qu'il y a des entreprises dans lesquelles, avant d'ouvrir une réunion, on invite les personnes à méditer dans l'entreprise. C'est du business dont on va parler, cependant on veut faire du business sensé, et donc on prend d'abord un temps de méditation. On prend d'abord un temps pour être, avant de faire. Et dans les classes, c'est la même chose. Les classes dans lesquelles on instaure un peu de pleine conscience ou un petit moment de météo avec l'outil de la communication non violente font que les élèves sont beaucoup plus centrés, posés, disponibles, solidaires, bienveillants. C'est simple, ça ne coûte pas un sou. Et c'est vraiment des clés de transformation. Oui. Mais c'était justement ça ma prochaine question. J'avais envie de savoir qu'est-ce qui t'inspire toi en ce moment dans le monde, dans la société que tu vois. Qu'est-ce qui t'inspire et qu'est-ce qui te donne la confiance, la foi dans l'humanité? Ce qui m'inspire profondément, c'est tous les signes de moments charnières. Il me semble qu'on est en train de sentir une grosse porte grincer sur ses gonds pour s'ouvrir sur autre chose. Et bien sûr, le grincement n'est pas très agréable et dans le grincement, je mets tout le chaos des guerres sanglantes qu'il y a encore sur notre planète, bien sûr, des attentats, du terrorisme, des replis radicaux un peu partout. Ça fait partie de convulsions d'un système qui veut pas
pas bouger et qui veut rester à sa racine parce qu'il a peur du changement, je pense qu'on peut le comprendre comme ça et sans perdre espoir que ces convulsions sont l'occasion d'un accouchement d'une conscience nouvelle, pas forcément confortable bien sûr, mais ce qui moi m'inspire c'est ça, c'est de vous percevoir, et j'ai beaucoup de chance dans mon métier de rencontrer des gens qui sont des pionniers courageux à transformer les choses, à initier de nouveaux projets, à s'embarquer dans des initiatives que souvent bien des gens autour d'eux auront qualifiées d'utopistes et qui cependant fonctionnent parce qu'on y croit et que ça correspond au momentum. Et donc je suis confiant. Je vois, j'ai la chance depuis quelques années d'animer des stages pour des entrepreneurs sociaux engagés dans des projets de changement. Et on appelle ça intériorité et changement social. C'est un atelier de communication non violente, de CNV, mais dans l'idée de bien connaître son fonctionnement, son élan, pour être sûr qu'on le met au bon endroit. Eh bien, je vois que ces jeunes qui ont entre 25 et 40 ans sont extrêmement généreux de leur temps, de leur imagination, de leur énergie, et ils sont plus du tout dans des projets de carrière et de gagner de l'argent et d'être dans la matière, et ils ont envie d'être au service, dans la joie d'être ensemble, et c'est pour moi extrêmement encourageant ça. De voir les différents élans des personnes autour de toi, et surtout aussi peut-être dans les institutions qui ont envie oui. Ça, c'est aussi très porteur, Diane, effectivement. Je n'aurais pas cru que de mon vivant, ça fait bientôt 20 ans, même plus, 23 ans que j'enseigne la communication non violente, je n'aurais pas cru que de mon vivant, les enjeux de bienveillance, d'empathie, d'écoute, de reformulation, de négociation non violente des conflits, que ces enjeux dépasseraient le niveau du développement personnel ou de la thérapie et arriveraient dans des comités de direction, des comités de management, etc. Il m'arrive, et bien d'autres de nos collègues formateurs connaissent ce phénomène aussi, d'animer des journées dans des tours de la Défense au dernier étage, au milieu des bureaux les plus feutrés, et de rencontrer donc des personnes qui ont un grand pouvoir de transformation et qui s'ouvrent à ces approches. Et ça, c'est vraiment un signe, ça n'arrivait pas il y a 10 ans ou il y a 15 ans, a fortiori il y a 20 ans quand je commençais, ou très peu en tout cas dans mon expérience. Ça ne veut pas dire que tout est rose et que ça transforme immédiatement de gros paquebots comme des multinationales, on est tout à fait d'accord, pas d'angélisme bien sûr. Toutefois, le simple fait que des managers qui ont aux commandes ces grosses boîtes s'interrogent et se disent tiens ce serait peut-être intéressant et se laissent un peu interpeller, eh bien j'y vois quand même un signe de renouveau. Et si cette génération-là parmi les seniors qui ont 65 ans s'ouvre à ça, je pense que beaucoup des jeunes qui entrent dans ces structures sont disponibles pour ce changement également. Donc c'est plutôt encourageant. C'est vrai que c'est encourageant. À mettre dans la perspective du temps, bien sûr. Il n'y a rien de miraculeux là-dedans. C'est un processus. Oui, et puis c'est vrai qu'on voit maintenant des projets dans l'éducation nationale et puis aussi dans des grandes boîtes où la CNV dans les grandes des entreprises assez reconnues, où la CNV maintenant elle est amenée depuis 3-4 ans et on voit le changement où des stages de CNV sont de plus en plus demandés, sont de plus en plus appréciés aussi. Donc il y a de la demande. Oui, il y a de la demande vraiment, et j'en suis heureux. Cette approche a pu vraiment se rendre profondément crédible et entre un peu partout. C'est surprenant de voir le nombre de secteurs dans lesquels cette approche entre aujourd'hui. Donc, un point encourageant. Oui, certainement. Et je voulais te demander aussi, parce que tu es papa depuis quelques années déjà, et oui, depuis longtemps. Et quel est pour toi le rôle de la parentalité sur justement l'impact qu'on peut avoir sur nos enfants et de les amener à devenir ces citoyens responsables, conscients. Comment toi, ton expérience avec tes propres enfants, et qu'est-ce que tu aimerais nous partager là-dessus? Je suis très habité par la formule de Gandhi. L'exemple n'est pas une façon d'apprendre, c'est la seule. L'exemplarité. Et donc, de témoigner d'une façon d'être, comme je l'évoque dans une conférence sur
l'éducation qui s'appelle Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour nos jeunes? Autrement dit, est-ce qu'en nous voyant vivre, les jeunes se disent tiens, c'est super d'être adulte, j'ai envie de le devenir, ou est-ce qu'ils se disent mais ils sont complètement fous, moi je reste un enfant ou un adolescent à perpétuité? Dans cette conférence, j'évoque ceci, les enfants n'écoutent pas ce que vous dites, ça la plupart des parents le savent. Ils n'écoutent pas non plus ce que vous faites, ils écoutent ce que vous êtes. C'est ça qui les inspire ou pas, votre cohérence, ce que vous êtes profondément, ce qui émane de vous, au-delà bien sûr des mots ou des attitudes. Et dans cette conférence, je propose aux gens de prendre un exemple d'une personne qui les a inspirés dans leur enfance. Et la plupart du temps, les gens témoignent que c'est pas tant ce que la personne disait, ni ce qu'elle faisait, que sa façon d'être à travers les événements, la façon d'accueillir les choses, de se positionner dans une conversation, etc. Et donc, je suis personnellement attentif à cette cohérence, j'espère l'être cohérent, mais c'est comme ça que j'élève mes enfants, en vivant ce que je crois, l'écoute, l'empathie, le respect, la structure, la rigueur, la profondeur, l'engagement, et j'espère transmettre ces valeurs de cette façon-là. Clairement, ça fait différence. Mes enfants sont dans des écoles tout à fait habituelles, je dirais l'enseignement traditionnel, et elles m'ont toutes dit, mais fait la réflexion, tiens papa, on nous parle de punition à l'école, et il y a des familles dans lesquelles les enfants sont punis. Ça veut dire quoi? Évidemment que dans ma famille, on n'a jamais puni. On se parle, on s'écoute, on rappelle une valeur, on se demande comment s'en approcher ensemble, et on essaie de faire sens. Et donc la punition est complètement inexistante parce que obsolète s'il y a du bon sens et de l'amour. Et donc voilà, elles apprennent qu'on peut vivre autrement que dans le système de rapport de force. Et en même temps, elles le vivent parce qu'elles le voient. Mes enfants aussi ont toutes les trois, j'ai 3 filles, elles sont grandes ados maintenant, elles ont 18, 17 et 13 ans. Mais quand elles sont quittées la maternelle où il y a encore un climat assez bien empathique et qu'elles sont arrivées en primaire, elles m'ont dit 2 choses qui m'ont beaucoup touché. La première, c'est papa, on ne joue plus et on reste assis. Est-ce que c'est normal? Alors, comment faire autrement si je veux être sincère que de dire c'est pas normal du tout, le système est complètement obsolète, c'est pas du tout respectueux de l'enfant, de la vie, que d'être assis et de ne plus jouer. Et je comprends que ton besoin d'apprendre en jouant et d'apprendre en bougeant, en te déplaçant dans l'espace. Et la deuxième chose qu'ils m'ont dit, qui m'a beaucoup touché, toutes les 3, chacune à leur âge successif, m'ont dit papa, les parents, les adultes, nous demandent d'écouter, mais eux, ils n'écoutent pas. Et de nouveau, ça m'a renseigné sur la vieille façon d'essayer de transmettre des valeurs en les imposant. Il faut que tu écoutes, au lieu de témoigner de c'est quoi l'écoute. En sorte que le climat d'écoute étant créé, on suscite chez l'autre le goût d'écouter. Témoigner, c'est quoi le respect mutuel, en sorte qu'ayant créé un climat de respect mutuel, l'autre soit invité, encouragé à savourer le fait de donner du respect en retour. Bien sûr. On n'est plus du tout dans un il faut, on est dans je me réjouis d'être ensemble. Et oui, c'est vraiment comment on apprend par l'exemplarité, par l'imprégnation. Et à quel point c'est nous, les adultes, on a voilà, comment on peut être ces sources d'inspiration pour eux. Oui. C'est ça. Bon, et dis-moi quels sont tes projets, Thomas? Qu'est-ce qui te passionne là en ce moment, et sur quoi tu veux mettre ton énergie dans les prochaines années? Alors, dans l'immédiat, mon projet, c'est de partir en vacances. Après une saison bien remplie où j'ai beaucoup voyagé et rencontré beaucoup de monde, je me mets au vert avec ma famille, mes enfants. Et au-delà de ça, j'ai le projet d'écrire sur le thème de cette conférence dont j'ai parlé à l'instant, notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour nos jeunes. J'ai envie d'illustrer ça dans un livre, et ce sera le thème d'un prochain livre dans les temps qui viennent. Je ne sais pas trop encore l'échéance. Parce qu'effectivement, à la saison prochaine, j'ai toujours beaucoup de demandes sur le thème de la paix, ça s'apprend. Beaucoup de personnes ont été interpellées par cette proposition. Le titre de la conférence est La paix, ça s'apprend comme les maths ou le foot.
Et je la commence en disant, il vient de réaliser de personne d'imaginer qu'on apprend les maths en une soirée et le foot en une après-midi. On sait bien que pour avoir du plaisir et de l'aisance dans ces matières, ça va demander de la discipline et de l'engagement. Eh bien, la paix, c'est pareil. Donc, je suis heureux de continuer à propager ce message-là dans les temps qui viendront. Donc, c'est une conférence que tu proposes et que tu vas continuer à proposer dans les prochains mois ? Oui, certainement. Je vais l'animer assez régulièrement dans différents endroits. J'ai pas le programme en tête, mais D'accord. elle m'est demandée assez souvent. Super. Oui. Et est-ce que tu proposes aussi des parce que la plupart des gens veulent savoir comment on fait, et est-ce que tu proposes des alternatives, des voies, comment on s'engage envers cette paix, comment on devient cet ambassadeur de paix? Oui, bien sûr, dans la conférence, je donne quelques clés pratico-pratiques pour inviter les gens à déjà transformer leur quotidien. Pour moi, une des façons simples, c'est de regoûter c'est de goûter ou de regoûter des moments de paix. Je pense que chacun d'entre nous a pu par moment connaître un moment de paix. Ce qui est précieux, c'est de savoir le décanter, et la communication non violente peut vraiment nous aider à bien comprendre quels étaient les besoins qui étaient nourris dans ce moment-là, et que je peux peut-être nourrir de toutes sortes d'autres façons dans d'autres moments, parce que j'en prends soin. Et je donne assez souvent un exemple que si un moment de contemplation dans la nature a pu nourrir mon besoin de beauté, de douceur, de calme et de lumière, eh bien je peux porter ça même dans le métro, en goûtant la douceur de regarder une maman prendre soin de son enfant, en me nourrissant de la lumière d'un regard que j'échange avec une vieille personne, en contemplant le vivant tout autour de moi, même si c'est dans ce cadre peut-être moins propice que la nature, mais cependant humain aussi. Et donc j'invite les personnes à éveiller un discernement, une vigilance, pour ne pas se laisser assombrir par les circonstances. Je pense que nous pouvons apprendre à porter un état de paix intérieure profond qui traverse les circonstances. Et puis je donne 2-3 clés de communication non violente, notamment comment transformer les jugements en ressentis et en besoins, comment sortir des croyances qui cloisonnent et divisent, comment éviter la pensée binaire, soit et essayer d'être vigilant à entrer dans le et bien sûr comment se défaire des il faut. Donc ça, ce sont 4 clés de communication non violente que j'aime donner dans ma conférence, parce qu'ils sont déjà très pratico-pratiques. Si déjà nous pouvons cesser dès la journée qui suit de faire les choses parce qu'il faut, et faire le travail d'aller voir mais pourquoi je fais ça, c'est quoi l'élan d'amour qu'il y a derrière, même si c'est pas tout confortable, ça sert quelle valeur auquel je tiens, parce que si je n'y tenais pas je ferais autre chose. Si déjà nous avons cette énergie-là de faire ce petit travail d'alignement sur ce qui fait sens, nous vivrions les choses avec beaucoup moins de tension. Le rapport aux choses serait moins conflictuel. Ouais, c'est vraiment un choix. Tu proposes aux gens de choisir leurs actions. Oui, c'est ça. Tous les parents du monde ne font pas le boulot dont ils rêvent, mais c'est pas il faut que je travaille, c'est je tiens à avoir une ressource pour assurer la sécurité et peut-être le confort des miens. J'y tiens, c'est précieux. J'aime mes enfants et j'ai envie qu'ils aient une bonne éducation, à manger une nourriture équilibrée et à l'occasion peut-être un peu de vacances. Je tiens à ça. Et lorsqu'on s'aligne sur ce à quoi on tient, ce qu'on aime, l'énergie est infiniment plus douce et joyeuse que quand on fait les choses par devoir, parce qu'il faut et qu'on n'aurait pas le choix. Bien sûr. Ça, bien sûr, les praticiens de communication non violente le savent, ils l'expérimentent la plupart du temps. Cependant, bien des gens ignorent encore le potentiel de l'énergie qu'il y a lorsqu'on transforme sa propre conscience. On ne change pas l'extérieur du jour au lendemain, mais on change sa façon de vivre l'extérieur. Et c'est vraiment là que réside le pouvoir de la non-violence. J'ai pas de pouvoir toujours, loin s'en faut, sur ce qui m'arrive, mais j'ai toujours du pouvoir sur comment je vis ce qui m'arrive. Ça, c'est là l'espace de non-violence. Bien sûr. C'est là où réside notre pouvoir. C'est pas tant les conditions extérieures, c'est comment je les perçois. Oui.
Oui, ce qui ne veut pas dire que je vais les subir, mais si je les perçois d'une façon que je juge inconfortable, je vais peut-être m'éveiller à une façon de petit à petit les transformer ou m'en retirer pour me retrouver dans d'autres circonstances. Et j'en sais quelque chose pour m'être retrouvé dans des circonstances de travail, dans mon métier de juriste qui ne me plaisait pas du tout, et avoir décidé de mettre petit à petit en place un processus de transformation. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais pour pouvoir vivre la vie que je voulais, j'ai orienté ma vie vers autre chose, petit à petit. Ça prend du temps. Et je vois aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont envie de faire cet alignement, et d'aligner leur vie vers ce qu'ils aiment petit à petit. Bien sûr. Et c'est vrai que plus on concentre notre amour, notre énergie, nos pensées vers ce qui nous meut, vers nos aspirations, et plus c'est comme si cette énergie elle vient aussi vers nous. Mais c'est ça. C'est absolument ça. C'est quelque chose qui paraît théorique pour les gens la plupart du temps lorsqu'ils l'entendent. Cependant, je peux témoigner qu'effectivement, nous orienter vers quelque chose donne un pouvoir à l'intention. Ça nous aimante vers ce qu'on aime. Il y a une aimantation. Une aimantation. Donc, devenons des aimants. Des aimants de paix. Des aimants de paix et d'amour. Est-ce que, Thomas, tu voudrais rajouter quelque chose pour conclure ? Écoute, je te remercie beaucoup, Diane. Je pense qu'on a déjà pas mal parcouru les différentes facettes de l'approche que je propose avec bien d'autres personnes, mais bien sûr, et donc je te remercie déjà de l'audience que tu donnes à ce regard sur la vie. Mon souhait, c'est vraiment d'encourager chacune des personnes qui auront l'occasion de nous écouter, de réaliser que nous disposons d'un pouvoir qui est aussi considérable qu'il y aurait. Et si nous découvrons le pouvoir de transformation de notre propre vie et de la vie autour de nous, nous ne faisons pas seulement du bien à nous-mêmes, mais nous faisons vraiment du bien à toute la communauté des personnes que nous croisons. Donc il y a vraiment une dimension citoyenne à ce travail d'intériorité. Super. Alors continuons à nous intérioriser pour rayonner cette paix. Et puis merci Thomas pour ton engagement depuis plus de 25 ans, être cet ambassadeur de la paix et avec toutes les formes, les différentes formes d'expression qui sont les tiennes et qui inspirent toutes ces personnes à croire que c'est possible, de se transformer, de changer. J'ai envie d'ajouter ceci parce que, comme tu évoques, il y a beaucoup de personnes qui voudraient se mettre en route et parfois hésitent, se disent c'est trop laborieux, je vais pas y arriver. J'aimerais partager ceci dans mon expérience et chacun l'appellera bien comme il veut, mais lorsque nous entrons dans ce processus d'alignement sur nous-mêmes, d'acceptation, de tenter de comprendre qui nous sommes vraiment et d'écarter pour ça les habitudes, les automatismes, les programmations, ce qui n'est pas vraiment nous. Et donc, travail qui n'est pas forcément confortable, nettoyer nos bobos, nos blessures, parfois même nos traumatismes. Lorsque nous entrons dans ce travail, nous ne sommes pas longtemps seuls. Il y a vraiment quelque chose qui s'instaure, ou peut-être est-ce quelqu'un qui s'installe. Chacun appellera ce qui se passe là comme il le voudra, mais nous sommes aidés, nous sommes portés, et je vois que dans la plupart des traditions, le mot souffle revient, le souffle vient porter notre embarcation, et c'est pas nous tout seuls qui faisons avancer la chose. Et donc je veux vraiment nous encourager à faire confiance et à entrer dans le travail, même si c'est un peu laborieux au départ, parce que très vite on va percevoir qu'on n'est pas seul. Ouais, donc c'est vraiment une invitation à la confiance lorsque on commence à s'engager ou à faire un petit pas vers ce que l'on veut, on peut recevoir du soutien et qu'on n'est pas seul là-dedans. C'est ça. Merci. Donc est-ce que les personnes peuvent peut-être aller voir sur un site ou tes prochaines conférences ou tes ateliers? Oui, mes conférences sont sur mon site. Mon site, c'est mon nom, thomasdonsonbeau.com. Et donc là-dedans, j'annonce les activités qui sont publiques. J'ai d'autres activités qui sont dans des institutions et qui ne sont pas ouvertes au public ou des entreprises, mais tout ce qui est public est sur le site. Très bien. Alors, au plaisir de se rencontrer, de se retrouver à Toulouse au mois de novembre, Thomas. Merci beaucoup. Et puis d'ici là, je serai à Toulouse à la fin novembre pour une conférence. Je pense une journée d'atelier. Je sais, j'ai plus ça en tête là, juste à l'instant. D'accord. Ok. Ben alors,
En tout cas, moi, j'irai voir ton site. Et puis, et à Bordeaux également dans les jours qui suivent. Et à Bordeaux dans les jours qui suivent. Donc Toulouse, Bordeaux, fin novembre, c'est ça? Et est-ce que c'est une tournée que tu fais à ce moment-là ou? Alors, je pense qu'il y a juste une conférence à Toulouse. Voilà, c'est le 20 novembre à Toulouse et à Bordeaux le 22 novembre. Voilà. 22 novembre. Sur le thème de la paix, ça s'apprend? Je pense que c'est ça. D'accord, super. Eh ben, écoute, moi j'ai très très envie de venir et j'espère qu'on sera nombreux à venir te voir. Merci Diane, merci beaucoup. Bon ressourcement à toi pendant ces quelques semaines de vacances et puis pour que tu reviennes avec encore plus d'énergie. Merci. À très bientôt Thomas. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.